Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro des Incorrectibles sur Sud Radio. Merci de votre fidélité à Sud Radio, justement. Alors, avant d'accueillir nos deux invités cette semaine, je vous présente comme d'habitude les journalistes qui vont m'accompagner pendant toute cette émission. Ce dimanche, c'est Philippe Lobaché de l'Obs et Jacques de Guilbon de l'Incorrect. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Allez, c'est parti pour les Incorrectibles. Sud Radio, les incorrectibles. Alors, je vous le disais, mes invités du jour sont au nombre de deux. L'un est un jeune loup politique, président du mouvement Racines d'Avenir. L'autre est un chef d'entreprise, ex-candidat aux législatives en 2017 et président du collectif Audace. Tous deux sont des hommes de droite. Le premier milite chez les Républicains. Le second est un proche, très proche de Marion Maréchal. Et tous deux revendiquent l'alliance des droites. Ils sont à nos côtés pendant 1 heure pour nous livrer leur regard sur la politique actuelle et leurs aspirations pour la droite de demain. Alors, on va tout de suite revenir évidemment sur ces résultats des élections européennes qui l'ont montré. Les Français plébiscitent le Rassemblement national et la République en marche, qui totalise à eux deux près de 46% des voix parmi les votants. Alors pour les Républicains, en revanche, c'est la débâcle avec leur pire score jamais enregistré dans l'histoire des élections européennes, 8,48% des voix. Depuis, on assiste à la valse des départs, de la démission de son désormais ancien président, Laurent Wauquiez, ce qui doit faire plaisir peut-être à notre invité, on va lui demander. Au départ de la présidente de la région Île-de-France, qui est une figure du parti, enfin qui était, puisque c'est Valérie Pécresse, sans compter ceux de la maire du 5e arrondissement de Paris, Florence Berthoud, du maire du 17e et conseiller de Paris, Geoffroy Boulard. Alors avant toute chose, j'aimerais demander à nos deux invités, pour vous, il y a eu un petit débat là-dessus. Qui a gagné ce scrutin ? Est-ce que c'est le Rassemblement national ? Est-ce que c'est la République en marche ? Ou est-ce que c'est aucun des deux ? Éric Tegner, peut-être pour commencer, des Républicains. Bonjour Éric Morillo, merci de votre invitation. Pour moi, c'est clairement Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'était un professionnel de la fusion-acquisition. Il est aujourd'hui en train de structurer le centre droit. Il a fait une OPA clairement sur le centre droit. Il a récupéré 25% de l'électorat de François Fillon et il a su avoir une assise sur le centre gauche. Et aujourd'hui, il a montré qu'il avait résisté en fait à la vague des gilets jaunes. Il est seulement qu'à 0,9 points derrière Marine Le Pen. Alors qu'on s'attendait à ce qu'il soit beaucoup plus faible par rapport au dernier scrutin de plus de 500 000 voix. Oui, mais vous savez, depuis 2014, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu le Bataclan, il y a eu la vague des migrants, il y a eu également les gilets jaunes et pour autant, eh bien, on constate qu'il y a un plafond de verre pour Marine Le Pen. Mais ce qui est vrai, c'est que les journalistes, depuis 2 ans, n'ont cessé de dire que Marine Le Pen était morte en raison du débat du second tour. Et pourtant, il faut voir aujourd'hui qu'on ne peut pas faire sans elle. Donc c'est une évidence. Mais la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron est en passe d'être élu en 2022 si on n'est pas capable justement de faire une grande coalition des droites et au-delà pour pouvoir créer une alternative à Emmanuel Macron. Alors Éric Tegner, donc des Républicains. Donc merci encore d'être avec nous. Et puis à vos côtés, donc François Devoyer, voilà, c'est son nom. On le connaît un petit peu moins. Il est président du collectif Audace. Alors vous étiez un ancien candidat Front National aux législatives de 2017. Vous êtes désormais un proche, je le disais, très proche, si ce n'est le plus proche de Marion Maréchal, vous confirmez ? Pas le plus proche, elle a l'un des plus beaucoup proches. de monde autour d'elle, mais je fais partie. Alors vous, on pense que vous avez un avis peut-être différent de celui de votre voisin. Alors, est-ce que vous considérez que le Rassemblement national a perdu ou gagné ? Je rejoins Éric Tegner sur le fait que c'est une victoire d'Emmanuel Macron. En revanche, je pense que c'est une victoire fragile. Il a rassemblé le parti de l'ordre. C'est un très beau coup, mais qui, à mon avis, est sans lendemain. Il faut faire attention aux européennes. Ces élections n'ont pas de valeur prédictive. Ce qu'on remarque, en effet, c'est la solidité du Front National, du Rassemblement National, qui est incontournable aujourd'hui, qui a un socle puissant, mais qui ne peut pas gagner seul. Il n'y aura pas de victoire solitaire possible. Jordan Bardella, leur candidat, a fait une campagne exemplaire, excellente, littéralement excellente. Il a été salué d'ailleurs, je crois, par l'ensemble des journalistes et à peu près par toute la classe politique. Il n'a pas commis une seule erreur et pourtant, on voit que leur socle est entre 20 et 25%. En fait, vous êtes d'accord tous les deux, alors que vous venez a priori pas des mêmes partis, vous êtes d'accord sur le fait que ni le RN ne peut gagner tout seul, ni les Républicains, a fortiori, en fait, et qu'il y a besoin d'une union des droites, c'est ça ? Tout à fait, c'est une évidence. Et pour 2 raisons. C'est que le Rassemblement national n'a pas réussi à réellement augmenter son score en termes de pourcentage, alors qu'il y a eu un affaiblissement des Républicains majeurs. Et la réalité, c'est qu'il y avait une chèvre à la tête du Rassemblement, comme tête de liste de la République en marche. Nathalie Loiseau a fait une campagne qui était désastreuse. Et pour autant, il y a eu un bon score. Je pense que tous les observateurs étaient étonnés là-dessus. Mais le problème, c'est que les oppositions à Emmanuel Macron sont divisées. Et c'est pour ça que je pense que finalement, ce résultat
aux européennes, cet échec des Républicains peut accoucher sur une potentielle victoire demain parce qu'il y a une clarification qui s'opère avec cette formidable décision qu'a enfin prise Valérie Pécresse. Et c'est, je pense, une des premières fois que j'étais d'accord avec elle, c'est-à-dire de clarifier. Elle n'a pas totalement clarifié. Je pense qu'elle est en voie de macronisation. Elle représente quoi dans le parti Les Républicains? Est-ce qu'elle est vraiment aussi importante que ça, puisqu'elle avait déjà lancé son parti il y a quelques années, son mouvement? C'est une excellente question. On peut se demander ce qu'elle représente aujourd'hui. Je pense que Valérie Pécresse est un peu le phare de la pensée aujourd'hui. Elle représente simplement que les élus du conseil régional. D'ailleurs, elle s'attendait à partir avec énormément de parlementaires. Elle n'a même pas réussi à avoir un seul sénateur. Je pense notamment à Madame Darcos, qui est le vice-président de Libre, qui ne l'a pas suivi. Elle est totalement isolée. Vous vous réjouissez qu'il y ait des élus qui partent de votre parti, en fait. J'étais étonné qu'ils soient dans notre parti politique. Vous savez, les Républicains, on pourra tout à l'heure en débattre. Pourquoi l'échec des Républicains sont faits parce qu'il y a une incohérence, parce qu'on marie perpétuellement la carpe et le lapin. Et Valérie Pécresse, quelle est sa différence, Jacques de Guilbon, avec Emmanuel Macron aujourd'hui? Il y en a plein, il y en a quand même pas mal. Parce qu'elle était plus proche de Laurent Wauquiez que d'Emmanuel Macron. Mais ça, c'est les différences des Républicains. Moi, ce qui m'inquiète, vous dites tous les deux de droite. Aujourd'hui, la droite, c'est 8,5%. Est-ce qu'il reste une droite en France? Est-ce qu'il y a un espace encore entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? A priori, il y en a de moins en moins. Alors François Devoyer. Oui, alors je ne pense pas. La droite, c'est une facilité de langage, c'est une position devant l'hémicycle. Elle existera toujours, cette différence droite-gauche. Simplement, elle recouvre des idéologies, des courants qui ne sont pas les mêmes au fil de l'histoire. Donc effectivement, on a simplement une gauche et une droite qui aujourd'hui se redessinent. Mais il n'y a pas de disparition de la droite. Une partie des électeurs de François Fillon ont effectivement choisi de voter pour Emmanuel Macron aux élections européennes. Moi, je pense qu'ils peuvent facilement revenir dans un bercail de droite demain. Et par ailleurs, on oublie tous les abstentionnistes, ceux qui se sentent de droite, ce que j'appelle la droite orpheline, qui n'a pas d'incarnation aujourd'hui, qui ne se trouve pas de représentants. Et cette droite-là, elle existe dans les suffrages, elle ressurgira demain. Il y en a beaucoup qui ont rejoint Emmanuel Macron. Vous en pensez quoi de ce phénomène? Parce que ça, c'est factuel quand même. Vous savez, moi, j'aime bien une personnalité, à chaque fois ça surprend, mais c'est Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il a été un des premiers à avoir assumé de rejoindre La République En Marche, contrairement à Gérald Darmanin, contrairement même à Édouard Philippe, qui n'a même pas pris sa carte au parti d'Emmanuel Macron, alors qu'il est Premier ministre et chef du gouvernement. Eh bien, Bruno Le Maire s'est contenté de réaliser qu'Emmanuel Macron pensait peu ou prou la même chose que lui. C'est pour ça, lorsque je parle de Valérie Pécresse, elle dit quoi? Elle s'oppose à Emmanuel Macron en expliquant que son problème, c'est une histoire de curseur, c'est qu'il ne baisse pas assez la dépense publique, qu'il ne fait pas assez de réformes économiques. Mais pourquoi il ne les fait pas? Parce que Emmanuel Macron a une majorité parlementaire qui est plus à gauche que lui. Si Valérie Pécresse allait l'aider avec les quelques parlementaires qui sont sur cette ligne du centre, eh bien, tout cela serait arrangé. Moi, je pense que aujourd'hui, la véritable opposition à Emmanuel Macron, elle est sur le créneau identitaire. Et c'était toute la différence entre Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez assumait de dire que face à l'urgence identitaire, eh bien, il fallait justement avoir une droite, eh bien, qui ne sache pas faiblir sur les questions régaliennes et sur les questions de sécurité. Alors justement, Éric Tegner, François Devoyer, vous êtes un peu, on va dire, vous sortez du lot, hein, puisqu'on a l'impression que quels sont vos rapports exactement? Vous entendez bien, vous discutez souvent entre vous, bien que vous soyez dans deux partis, ou en tout cas de deux cultures politiques différentes. Mais vous savez, ce qui est évident, c'est que... Ça peut surprendre, ça, non? On le voit, en tout cas, il y en a beaucoup qui vous le reprochent. Mais ça dure depuis des années. Vous savez, depuis notamment 2013, avec les Manifs pour tous, on parle de cette émergence d'une nouvelle génération plutôt conservatrice. Aux Manifs pour tous, on avait à la fois Jean-François Copé qui était en train de manifester et Marion Maréchal. C'était assez inédit. Alors forcément, il n'était pas à côté, mais il faisait partie de la même manifestation. Il s'est opéré la même chose au niveau de la base et au niveau des militants qui se fréquentent, qui vont prendre des coups ensemble, qui vont lire les mêmes revues. Mais pourquoi vous les ne mêmes rejoignez ouvrages pas, par exemple, vous le disiez, Marion Maréchal, enfin même si elle est officiellement... elle n'est pas revenue en politique, mais pourquoi vous ne créez pas un mouvement ensemble? Pourquoi vous restez chacun chez vous? Ce qui est important, c'est de concilier les sensibilités. Moi, je vais être sur une fibre beaucoup plus libérale que celle qui va pouvoir être portée par François Devoyer. Je fais partie des Républicains. Je suis attaché quand même à cette famille politique. J'y milite depuis 2012. Donc vous êtes attaché vraiment? Ça me semble fondamental. Vous savez, quand on a 25 ans, qu'on donne énormément de temps pour ses études, qu'on sacrifie une partie de sa vie privée pour la politique et pour son parti politique, si on n'y est pas attaché, c'est qu'on est un minimum masochiste. Donc aujourd'hui, je pense que les Républicains, en tout cas la droite classique, la droite de gouvernement, a quelque chose à dire. Mais ce qui est vrai, c'est que depuis l'appel de Marion Maréchal sur la LCI il y a 2 semaines, eh bien on s'est dit il y a nécessité de faire des événements en commun, de se rapprocher, de créer des ponts. Et c'est ce que fait très bien
le cercle Audace en étant un lieu de rencontre, parce qu'on a 3 ans pour créer quelque chose de C'est quoi le cercle nouveau. Audace exactement? Quelques mots. C'est un think tank qui prépare le retour et l'Alliance des droites, à la présidentielle de 2022 de Marion Maréchal. D'Alliance des droites, il ne faut pas croire que notre entente soit circonstancielle. En réalité, on a dressé le même constat après 2017, c'est que justement, il y avait tout un angle mort dans la sphère politique et qu'il fallait l'occuper. Donc on s'est retrouvés plus tard, parce qu'on ne se connaissait pas en 2017, mais avec les mêmes constats. Alors bien sûr, quelques lignes divergentes, mais c'est tant mieux. Il faut une droite très large, qui ait des courants qui s'opposent, qui se nourrissent les uns les autres. Je reviens tout de même à l'échec de la droite. Il y a plusieurs éléments. Il y a un solde de tout compte, en fait, qui comprend les intérêts de la dette, c'est-à-dire toutes les petites vexations qu'a subi le peuple de droite depuis des années, depuis le traité de Lisbonne, depuis la réintégration dans l'OTAN, depuis l'appel à François Fillon de voter pour Emmanuel Macron à 20h02 le soir de l'élection présidentielle 2017. Vous avez aussi cette stratégie défaillante qui est une droite qui accepte le cordon sanitaire, mais fait du pied au Rassemblement national sous ce cordon et qui, à côté, tape les cuisses du centre. Et puis enfin, vous avez un problème, il y a quelques sujets qui ne sont pas abordés par les Républicains, ce qui explique leur échec, c'est le social, c'est l'écologie, entre autres. Eh bien, on en reparle dans un petit instant. Restez avec nous dans Les Incorrectibles. Nous sommes avec François Devoyer, proche de Marion Maréchal, et Éric Tegner, des Républicains. On revient dans un instant. Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo. De retour dans Les Incorrectibles ce dimanche avec toujours mes acolytes Paul Lobaché de l'Obs et Jacques de Guilbon de l'Incorrect, avec nos deux invités, donc Éric Tegner du parti Les Républicains et François Devoyer, un proche de Marion Maréchal. Alors justement, on va en parler justement de Marion Maréchal. Vous le disiez, Éric Tegner, elle a signé son retour, c'était sur LCI il y a un peu plus de 2 semaines. Je vais citer un tweet justement d'Éric Tegner. C'était un tweet de Racine d'Avenir plutôt que vous aviez retweeté. La droite doit se reconstruire, mais elle ne pourra pas le faire sans Marion Maréchal. C'est une évidence. En quoi c'est une évidence, Éric Tegner? Vous savez, moi je préfère parler à Marion qu'à Macron. Moi je considère qu'il y a dans notre parti politique... Aujourd'hui, c'est Marion Maréchal qui a tendu la main. Je pense qu'elle est un peu plus proche aujourd'hui des Républicains que Marine Le Pen. Moi, quand je l'ai écoutée sur LCI, j'ai pas vu la différence entre Marion Maréchal et Laurent Wauquiez, parce qu'elle est attachée à la nécessité de baisser la dépense publique, elle est attachée à la nécessité de réformer l'État. Elle a un discours économique plus axé sur les libertés économiques et donc une sensibilité qui nous correspond. Moi, je lance pas d'anathème du tout à Marine Le Pen, mais ce qui est une évidence aujourd'hui. Vous disiez, c'était dans l'Obs. Alors Paul pourra peut-être réagir. Vous disiez, c'était en 2017, en août 2017, et vous affirmiez la droite doit refuser toute alliance avec le Front National. Qu'est-ce qui s'est passé, Éric Tegner? Mais vous savez, c'est ce que j'ai dénoncé en fait depuis l'année dernière justement, c'est que on a un double discours au sein des Républicains. Et moi, j'étais l'exemple même de ce double discours. Et aujourd'hui, personne ne remettra en cause le fait que je puisse me battre pour cette alliance des droites. Et j'ai pu la condamner en fait par réflexe stupide, comme le font énormément de gens. Vous savez, l'année dernière, j'avais été candidat à la présidence des jeunes de mon mouvement. Il y avait énormément d'élus ou de jeunes du Parti républicain qui me disaient: écoute Éric, je vais demander ton exclusion, mais tu sais très bien qu'on pense pareil. Des gens qui ont demandé mon exclusion et qui derrière étaient séduits par Marion Maréchal ou pouvaient rencontrer Marion Maréchal. C'est une évidence aujourd'hui. Simplement, on essaye à chaque fois de condamner le Rassemblement national pour donner des gages à la gauche, et je pense qu'il faut sortir de ça parce que sinon, on est dans une logique complètement mortifère. Alors aujourd'hui, à droite, il y a des gens qui rejoignent encore Emmanuel Macron. Il y a eu un appel des maires dans le JDD la semaine dernière, dimanche dernier. Qui, à droite, parmi les Républicains, est prêt à rejoindre Marion Maréchal? Est-ce qu'il y a des troupes? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à traverser le Rubicon, à briser la digue? Parce que pour l'instant, on ne les entend pas, on ne les voit pas. Il y a vous deux qui travaillez a priori à cette alliance qui existe depuis des droites, l'union des droites qui existe depuis la Ve République, qui ne s'est jamais réellement concrétisée. Où sont les troupes qui pourraient rejoindre Marion Maréchal? Peut peut-être venir à eux, François Devoyer, pourquoi pas? C'est ce qu'elle a fait, elle a tendu la main aux Républicains, effectivement, dans son... Non, mais pourquoi elle n'irait pas aux Républicains, prendre la tête des Républicains? Elle n'est pas aujourd'hui dans la perspective d'un retour en politique. Elle a affirmé qu'elle était prête à utiliser sa voix qui est écoutée, à utiliser sa personne qui cristallise aujourd'hui une espérance très largement dans plusieurs courants de la droite pour aider justement à construire des ponts entre le Rassemblement national, les LR, la droite orpheline, la droite hors les murs, entre tous ces courants-là. Et effectivement, c'est déjà un grand message d'espoir de se dire que on a cette figure qui pourra nous aider à rassembler. Où sont les réserves, comme dit Paul? Où sont les réserves? Les réserves, elles sont dans les abstentionnistes déjà. Elles sont aujourd'hui pour moi en grande partie. Et parmi les élus, il y a des gens qui sont prêts à parler avec vous. Est-ce que oui, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Qui, par exemple? Alors,
Vous savez, depuis le résultat de dimanche dernier, moi, mon téléphone... Non, vous pouvez pas donner de nom ou Non, on peut pas. Mais la Pourquoi réalité, c'est que depuis 2 semaines, mon téléphone ne cesse de sonner. Parce que les élus qui pouvaient hier condamner ce type d'alliance, eh bien, ont réalisé que la droite ne pouvait pas se reconstruire et que Marion Maréchal, eh bien, était une des personnes qui pouvait aider à recréer une droite de Mais gouvernement. la reconstruire sur quoi? Parce que moi, j'ai pas compris. En fait, quand vous tirez Marion vers le libéralisme, etc., en fait, il y a déjà Macron là-dessus. Donc, J'ai pas cité le libéralisme, j'ai Non, parlé vous de dites, liberté économique. Non, mais c'est on a important. l'impression que c'est la politique que faisait Virginie Calmels, chez qui vous travaillez avant, ou Bruno Le Maire. En fait, quel est l'intérêt d'aller sur le camp que Macron occupe déjà, en fait? Si c'est ça votre droite, en fait, si c'est la droite de la baisse des charges, de la réforme de l'État, en fait, est-ce que vous croyez que c'est là-dessus que vous allez gagner, en fait? Non, mais c'est de la démagogie de dire ça. J'ai précisé au début de cette émission que la priorité, c'était l'identité. C'est ce qui différencie aujourd'hui la droite qu'on doit construire et de celle qui est chez Emmanuel Macron, de cette droite comptable, en fait, de Valérie Pécresse, qui peut avoir un discours extrêmement dur sur les questions régaliennes au niveau de la région, mais qui, in fine, se ralliera toujours au camp de l'argent. C'est cette droite du fric, cette droite bourgeoise parisienne qui a voté massivement pour Emmanuel Macron. La réalité, c'est que, en revanche, pour lutter contre l'immigration, eh bien, il faut être capable notamment de mettre fin de réformer l'État-providence aujourd'hui, qui est une pompe aspirante de l'immigration, de réformer en profondeur notre système social. Donc vous allez faire souffrir le français de base pour plus avoir d'immigrés, en fait, c'est ça votre réforme de l'État, en fait, si c'est ça. Non, parce que ma réforme de l'État, elle permet simplement de faire des réductions de dépenses, notamment via la suppression d'un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite pour faire des économies et pour baisser les taxes. Mon idée, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les Français, ceux qui sont à peu près à 2 000 €, ils ne demandent pas une hausse du SMIC comme peut le proposer par exemple Marine Le Pen ou encore Guillaume Pelletier du Parti républicain. Ce qu'ils veulent tout simplement, c'est qu'on baisse les taxes et qu'on arrête de les emmerder. Mais ils veulent aussi des fonctionnaires comme les Gilets jaunes l'ont dit, en fait. Non, ils veulent du service public. Un service public, c'est des fonctionnaires, c'est pareil. Enfin. C'est une question de réorientation aussi des dépenses publiques, de choix politiques. Et je pense que Marion Maréchal, justement, est dans le bon sens de ce point de vue, contrairement à la logique comptable, à la droite du fric. Je vous donne un exemple, son idée justement d'en finir avec la métropolisation, avec l'ultra-centralisation des 12 métropoles françaises. Elle propose justement de donner une dynamique nouvelle à 100 ou 150 villes dans le territoire. Cette idée-là, qui est très forte, de changer de paradigme sur énormément de sujets, d'ailleurs elle a évoqué la politique fiscale, c'est le même sujet, c'est de redistribuer, de revenir à une vision noble de la politique, d'en finir avec les divisions qu'a organisé Macron sur énormément de sujets et d'avoir une répartition plus juste. Je vous donne juste un exemple aujourd'hui sur la politique culturelle. On voit que 139 € par Français pour la capitale, pour les Parisiens, et pour le reste du territoire, c'est 15 € par Français de dépenses. Il y a une inégalité qui est absolument phénoménale aujourd'hui entre les grandes métropoles et le reste du territoire. Les rééquilibrer, et pour cela faire des économies, parce que ce rééquilibrage, à mon avis, va entraîner effectivement naturellement des économies et une gestion locale qui sera plus saine. Ça n'est pas du libéralisme, c'est juste un peu de bon sens et laisser un peu de liberté, effectivement, aux élus locaux et responsables locaux. En tout cas, ce qu'on sent, c'est qu'il y a une réelle différence politique entre Marion Maréchal et Marine Le Pen. Il y a 2 maintenant couloirs, ils évoluent dans 2 couloirs différents. Donc ma question, c'est, est-ce que ça ne va pas finalement être très difficile de parler avec le Rassemblement national ? Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup d'élus aujourd'hui qui seraient prêts à parler à Marion Maréchal. Tout à l'heure, vous me posiez la question. Vous travaillez dans les deux sens, en fait. Il y a des gens vers les du Républicains, bureau mais aussi politique, vers le des gens Rassemblement de l'Assemblée nationale ou du Sénat aujourd'hui qui seraient prêts à dialoguer avec elle. Mais si c'est le combat des idées, pourquoi Marine faites Le le Pen, distinguo finalement? Les stratégies sont peut-être divergentes, mais sur le plan des idées, François Devoyer, c'est à vous que je demande cela. Quelle est la différence fondamentale entre Marion Maréchal et Marine Le Pen? Effectivement, sur le plan économique, je pense qu'elle elle n'est pas agrippée à certains sujets comme l'âge de départ à la retraite. Elle est plus souple peut-être sur ces thématiques et un petit peu plus concernée par les sujets conservateurs. Les différences ne sont pas radicales. Moi, comme la façon dont je vois les choses, c'est un Rassemblement national qui est devenu un peu le RPR des années 90 jusqu'à la création de l'UMP, et d'un nouveau mouvement, peut-être que ce sera les LR s'ils ont le courage de changer radicalement de stratégie et justement d'ouvrir le dialogue avec le Rassemblement national, qui formerait une sorte d'UDF, alors justement avec des cadres, avec une vision peut-être un peu différentes de la société, sur le plan européen, sur le plan de la fiscalité, sur le plan du conservatisme. Il peut y avoir des différences, mais on se retrouve sur l'essentiel. Sur l'essentiel, c'est-à-dire effectivement la question identitaire et la nécessité j'allais dire de responsabilité individuelle, parce que c'est ça derrière quand on parle de fiscalité, et là-dessus c'est vrai que le Rassemblement national
et aujourd'hui Marion Maréchal et une bonne partie des LR sont d'accord tout de même sur le fait de responsabiliser les Français, d'en finir avec la fraude sociale et fiscale et l'assistanat. Ça, c'est quand même une chose qui transcende les trois courants aujourd'hui. Donc oui, il y a un socle commun qui est aujourd'hui existant du Rassemblement national jusqu'à la moitié. Oui, mais des LR pourtant, au moins. Marion Maréchal, et d'ailleurs Marine Le Pen, sa tante l'a regretté, n'a pas soutenu, n'a pas appelé à voter pour le Rassemblement national lors des dernières élections. Vous qui la conseillez, elle est sortie qu'est-ce de la que vous en politique pensez ? électorale. Alors, elle, d'abord, c'est son choix le plus absolu, mais surtout, elle est sortie de la politique électorale. Elle l'a dit. Tout en revenant sur LCI. Non, elle est directrice d'école, elle forme une élite, elle veut peser au sens noble dans le fait politique. Et elle a raison de le faire. Je pense d'ailleurs qu'elle a quitté la politique au bon moment, au moment où les Français en étaient dégoûtés. On le voit, le degré de méfiance vis-à-vis de mais il y a bien une stratégie derrière. Colossale. En tout cas, il lui appartient, il n'y a pas de plan machiavélique derrière. Pour 2022, il n'y a pas de plan de revenir pour les prochaines scrutins, les prochaines élections présidentielles. C'est en voyant le score catastrophique des LR, s'est dit on ne peut pas laisser en friche justement tout cet électorat, on ne peut pas les laisser orphelins, il faut absolument tendre la main et pousser toutes les bonnes volontés possibles à l'unité. Il y a une autre théorie en fait qui affronte celle-ci, qui est de dire il faut faire l'alliance des populismes en fait, donc de gauche et de droite, bien près du micro, contre le Macron mondialiste en fait, une théorie qui va à l'inverse de ce que vous dites, me semble-t-il. En fait, comment vous la jugez ? Est-ce que vous pensez qu'il faut coaliser les deux, qu'elles sont opposées, qu'il faut choisir l'une ou l'autre ? Vous savez, moi j'ai été très dérangé par l'entre-deux tours des présidentielles où j'ai vu qu'il y avait une opposition entre les gagnants de la mondialisation et les perdants de la mondialisation, qui a une vision presque marxiste de lutte des classes aujourd'hui qui est en train de s'imposer. Et là-dessus, d'ailleurs, c'est une vraie différence entre Marine Le Pen et Marion Maréchal. Marion Maréchal, elle veut rassembler ce qu'elle appelle les populistes, la bourgeoisie conservatrice ou la bourgeoisie patriote. Voilà, réconcilier en fait les Français, d'avoir un projet commun. L'objectif, c'est pas de servir une caste au détriment de l'autre. Et lorsque ces personnalités disent il faut créer un front commun contre Emmanuel Macron, pour moi, ce n'est pas un projet. Ce qu'il faut, c'est un projet politique avec des idées. Je ne vois pas aujourd'hui pourquoi on devrait travailler avec Jean-Luc Mélenchon ou les islamo-gauchistes de la France insoumise. En revanche, ceux qui disent aujourd'hui que l'union des droites, ce serait exclusivement à la droite, qu'il faut faire l'union des populistes, ils font de la démagogie. Aujourd'hui, le préalable, c'est de faire une union des droites. C'est de faire en sorte qu'à droite, il n'y ait qu'un seul candidat. C'est revenir sur le pas d'ennemi à droite. Ça ne nous empêchera pas, après, dans un second temps, d'aller porter une certaine gauche. Cette gauche Marianne, sûrement pas cette gauche de l'Obs. C'est certain, monsieur Lobacher. Mais également des personnalités comme Gusmanovic, etc. Je pense qu'avec eux, on pourra travailler. Mais d'abord, il faut parler à la droite, et c'est fondamental de le faire aujourd'hui. Mais ensuite, il faut parler au peuple. C'est certain, on n'est pas là pour défendre notre boutique, ni nos partis politiques. Et il faut peut-être en tout cas se parler, c'est ce que vous dites, et ce qui va en surprendre beaucoup, puisqu'il y avait une diabolisation jusqu'à maintenant, en tout cas, d'une certaine frange politique. En tout cas, on en reparle dans un instant avec vous, Éric Tegner, des Républicains, et avec vous, François Devoyer, donc l'un des plus proches de Marion Maréchal. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. De retour dans les incorrectibles ce dimanche sur Sud Radio avec non pas un mais deux invités ensemble qui peuvent surprendre puisqu'ils se parlent, et puis il nous dit surtout qu'en coulisses aussi ils se parlent, et depuis longtemps. C'est Éric Tegner des Républicains et François Devoyer, donc l'un des plus proches conseillers de Marion Maréchal. Éric Tegner, juste un mot, qu'est-ce que vous répondez à des gens comme Georges Fenech qui disent que vous ne représentez rien, que vous n'avez pas de légitimité pour vous exprimer au sein des Républicains ? Ça m'amuse beaucoup, et en même temps, c'est très révélateur du problème aujourd'hui qui est en train de pourrir le Parti des Républicains. Il y a des cadres qui pensent que les électeurs... Il dit que vous ne représentez rien, c'était sur CNews, et que vous n'avez aucune légitimité pour vous exprimer. Je n'ai aucune prétention aujourd'hui d'avoir un poste dans mon parti politique, c'est une évidence. Moi, je considère aujourd'hui que ce sont aux élus, ce sont aux cadres d'être au service des militants, des adhérents, des sympathisants. Et la réalité, c'est que la majorité aujourd'hui des militants des Républicains et des adhérents des Républicains est plus proche du Rassemblement national que d'Emmanuel Macron. Il y a un véritable décalage entre la base et l'élite du parti politique. Monsieur Fenech aujourd'hui, il devrait également soutenir Emmanuel Macron. Effectivement, j'avais eu un petit débat avec lui sur CNews où finalement on se demandait si c'était un consultant ou un militant politique. Vous savez toujours ces personnes qui vont essayer d'expliquer qu'ils sont objectifs alors que dans le fond ils servent les intérêts de la Macronie. Ce sont des agents d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Il y a toute une presse, certains médias aujourd'hui qui sont totalement au service du pouvoir par esprit légitimiste, et également dans une logique un peu de politiquement correct. Moi, je pense qu'il faut à nouveau écouter le peuple de droite, sinon il va finir par partir complètement au Rassemblement national. Je pense pas que ça soit. Et donc vous la prenez des idées aujourd'hui auprès de François Devoyer, c'est ça ? Mais je pense pour alimenter votre parti. On prend des idées, mais également il y a
on leur dit aussi de faire des efforts. Moi, je pense que François Devoyer doit dire un peu plus à Marine Le Pen et au Rassemblement national, eh bien, de faire des pas vers nous, notamment sur les propositions économiques. Moi, j'ai été très perturbé durant l'entre-deux-tours de la présidentielle, où j'ai vu qu'il y avait eu un appel aux électeurs de Mélenchon et non un appel aux électeurs de François Fillon. Parfois, on se sent insulté lorsque Marine Le Pen dit dans Valeurs Actuelles au mois de janvier, eh bien, que sa ligne est incompatible avec la ligne conservatrice. On se sent insulté. Donc, il faut des deux côtés, il faut une remise en cause générale des Républicains, du Rassemblement national, et dans un esprit de travaillons ensemble, réfléchissons, et après posons la question du leadership dans un deuxième temps, parce que c'est une évidence aujourd'hui. Pourtant, pour les municipales, semble-t-il, la ligne du RN, ça semble nouveau, ce serait d'aller vers l'électorat de droite, en fait, ou vers les élus de droite. Est-ce que vous y croyez, ça ? Est-ce que vous pensez que c'est ce qui va se passer, parce que c'est arrivé rarement au RN, en fait. Beaucoup d'attention, ce que fait Louis Alliot à Perpignan, et effectivement, il ne pourra pas gagner sans la droite. Donc c'est comme ça qu'on y arrivera. C'est justement par, j'allais dire, le principe des réalités qui va envoyer en pleine figure. Puisque vous le disiez, il n'y a plus de droite. Donc Si, je disais justement, c'est un paradigme qui reste rassembleur. Et puis les gens savent très bien sur le terrain à Perpignan, je pense que vous demandez aux futurs électeurs, ils savent parfaitement, eux, où se positionner. J'ajouterais deux choses sur ce que disait Éric Tegner à l'instant. Premièrement, vous n'imaginez pas le degré de schizophrénie des élus LR qui sont droitards à la maison dans leurs pantoufles et qui, dès qu'ils sont sur un plateau, sont des espèces de centristes mollassons qui poussent des cris d'orfraie dès qu'ils voient quelqu'un qui s'approcherait de près ou de loin du RN. Ça, on ne mesure pas. En revanche, les militants le savent et ça les exaspère de plus en plus. C'est pour ça qu'on fera des choses avec la génération qui monte aujourd'hui, qui est globalement moins de 40 ans, et qui, elle, n'est pas soumise à cette espèce de diktat de la pensée qu'on traîne depuis les années Mitterrand. Par ailleurs, je défends juste une chose point précis sur le Rassemblement national. Il y a eu un appel, effectivement, à Jean-Luc Mélenchon la première semaine de l'entre-deux tours par Marine Le Pen. Il était prévu d'appeler aussi les électeurs de François Fillon. Mais ça n'a pas été fait, encore une fois. Ça n'a pas été fait, mais voilà, l'intention était là, la campagne a été bousculée par différentes choses. Mais voilà, il ne faut pas non plus caricaturer une Marine Le Pen qui serait étatiste, pousserait uniquement vers le mélenchonisme. Je pense qu'elle est parfaitement consciente qu'il faut s'étendre des deux côtés. Et je pense simplement que son envergure est limitée. Quel est l'état de la relation, Marion Maréchal et Marine Le Pen, vous qui connaissez bien Marion Maréchal? Vous le savez, non? Non, vraiment. Elles se parlent politiquement? Je vous assure, je n'ai pas idée du tout. Moi, en revanche, je suis en relation toujours avec des gens du Rassemblement national, comme des gens de LR d'ailleurs, des gens d'autres formations politiques. Je pense qu'il y a aujourd'hui un moment où chacun se réfléchit, a conscience qu'il n'y aura pas de victoire solitaire et qu'on peut espérer justement créer des pôles d'union qui ne sont, je remets une couche sur ce que disait Eric, que des préalables. Il ne faut pas penser que c'est effectivement l'union des droites et des espèces d'alliances associatives ou d'appareils qui vont permettre de gagner le cœur de l'ensemble des Français. Mais en revanche, sans ce socle commun, sans un travail déjà d'apprivoisement dans un groupe où on a quand même l'essentiel en partage, eh bien, il n'y aura pas de victoire demain. C'est une certitude. Et j'aimerais revenir sur ce qu'a dit très justement François Devoyer au sujet de cette base militante très à droite et de la schizophrénie qui ronge notre parti politique. Il me semble que Paul Lobachet était également présent lorsqu'Éric Zemmour a été reçu au Parti Les Républicains au mois de mars. J'allais parler de lui d'ailleurs après. Et je suis certain que ça faisait des années que vous n'aviez pas vu autant de monde dans ce parti politique. C'était à Paris, donc oui, il y avait pas mal de monde parce que c'est la première fédération. Mais ça montrait en tout cas qu'il y a une circulation des idées. Oui, c'est étonnant. Et en plus, la droite parisienne est plus centriste normalement. Et pourtant, ils étaient à fond sur Zemmour. C'est pas loin du 16e quand même. Oui, mais lorsqu'Éric Zemmour, il a parlé justement de la possibilité, nécessité de faire des alliances avec le Rassemblement national, il a été ovationné. La première question posée par une militante, c'était: est-ce que vous ne pensez pas, monsieur Zemmour, que l'erreur de la droite, c'est en 2002 d'avoir fait barrage à Jean-Marie Le Pen? Et pourtant, les électeurs de droite du 16e ont voté pour Emmanuel Macron à ces élections-là, en fait, aux européennes. Donc en fait, est-ce que c'est les mêmes personnes qui seraient schizophrènes, justement, quoi? Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est pas avec un propos comme celui de Claude Goasguen qu'on va faire rêver les Français, c'est-à-dire dire « Ah, il faut se rallier à Macron pour éviter Hidalgo ». Ça fait franchement surtout les anciens d'Occident et compagnie. Quand on vous entend quand même... Quelle manière de faire la politique c'est ça? Quand on vous entend tous les deux, il y a quand même, on a l'impression qu'il n'y a que Marion Maréchal qui peut incarner ce courant que vous voulez structurer d'une certaine manière. C'est ce qu'on entend. Si elle ne revient pas, qui peut incarner? Est-ce que c'est Éric Zemmour qui peut incarner ce genre de choses? Est-ce que c'est Jordan Bardella, peut-être, qui a fait un bon score?
Est-ce que quelqu'un peut François représenter Devoyer, Moi, je pense que l'incarnation, c'est la même chose qu'au sujet de c'est un peu la poule et l'œuf, l'alliance des mais droites. quand même. Mais exactement. On doit d'abord créer. Son image, de toute façon, rassemble aujourd'hui. Donc, il faut que son image permette la coordination, le dialogue entre différents mouvements, entre différentes associations. On est en train d'ailleurs de la mener, cette coordination. L'incarnation, elle viendra ensuite. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que qu'elle revienne ou non dans la politique électorale, sa voix pèsera. Sa voix sera écoutée et il faudra faire avec sa vision de la politique. Et je pense qu'elle remet justement un peu de noblesse à la politique. Sa façon de proposer des nouveaux paradigmes, c'est ce qu'attendent une grande partie des Français. Mais vous Donc, pensez tout pas ça- que c'est justement tout ça sera à certains écouté. quitter le navire aussi Quant pendant à qu'il est en l'incarnation, perdition? C'est maintenant qu'elle pourrait peut-être revenir justement Moi, pour je ne crois mettre pas. au Je crois service pas du débat tout politique qu'elle- ses idées? Alors, je crois vraiment pas qu'elle y ait intérêt. Je pense que ce serait totalement contre-productif. Je pense que là, la place n'est pas à une personne, à une incarnation. Justement, on n'est pas au moment du gaulo-bonapartisme, comme l'envisage Patrick Buisson. Je pense que c'est un moment de coordination, un moment de préparation. Les idées, c'est fait. Il faut arrêter de dire que la droite ne pense pas. Elle pense. Elle a peut-être même tellement pensé qu'elle a oublié d'agir. Maintenant, c'est le moment de la coordination, justement de l'action. Et ensuite viendra l'incarnation. Éric Zemmour, peut-être, Marion Maréchal, peut-être, d'autres personnes qu'on ne connaît pas encore, qui vont peut-être monter dans les années à venir. Je le souhaite aussi. Je veux dire, plus il y aura de possibilités d'incarnation, de gens qui Xavier porteront Bellamy. des courants différents, mieux ce sera. Mais Il y a quand même une d'ailleurs, incarnation qui est gênante, en fait, qui est Marine Le Pen. Parce que autant les Républicains, il n'y a plus de chef, il n'y a plus d'idées, c'est explosé, donc c'est facile à dépouiller. Autant le Rassemblement national, vous ne pouvez pas nier qu'il y ait Marine Le Pen qui soit là et qui est la tante de Marion Maréchal en plus. Donc comment vous faites? je reviens à l'idée RPA-UDF. On peut très bien envisager une Association. alliance où Marine Le Pen, imaginons une élection où elle accepte de ne pas être forcément la première place, mais d'avoir des postes essentiels et d'avoir des gens venant Est-ce que- d'autres est-ce que- formations politiques qui Est-ce que vous participent deux, au vous allez gouvernement. vous investir dans la reconstruction du Parti Les Républicains? Je sais pas, on a au début parlé d'états généraux, finalement ça va peut-être pas se faire parce qu'il a démissionné. Il y a quand même, je pense, des initiatives dans le parti. Il y a la Est-ce que présidence vous du pensez parti. qu'il peut être reconstruit d'abord? Est-ce que vous pensez que ça peut le faire? Est-ce qu'il faut le tuer? Est-ce qu'il faut le reconstruire? Est-ce que vous allez vous investir là-dedans ou vous voulez rester à la périphérie en fait entre les deux partis? Personnellement, moi, je suis impliqué chez les Républicains et je vais évidemment m'impliquer dans cette reconstruction d'une droite type RKR, canal historique, également dans ces élections à la présidence des Républicains. Je pense qu'il faut créer, tout comme il y a des constructions Vous allez de être gauche candidat, au vous sein de allez être notre parti candidat à la politique. présidence des Républicains? Non, évidemment que non, ça serait un peu. Pourquoi ça- pas? ça serait... Non, il y a des candidats aujourd'hui comme Julien Courant de Aubert pensée, qui va on être pourrait- candidat. non, mais Il y a on pourrait Bruno évaluer Retailleau. réellement ce que vous représentez au sein du parti. Ce qui est une évidence, c'est que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un candidat qui puisse se présenter en disant, eh bien, je n'exclus pas qu'on puisse reposer la question des alliances. Alors c'est Moi, qui par exemple j'invite- selon vous? Je pense qu'il y a des personnalités Qui par comme, exemple? comme Julien Aubert qui, pour moi, n'aurait pas de raison de refuser de dialoguer avec Marion Maréchal, de dialoguer avec des élus du Rassemblement national. Je vois pas aujourd'hui la différence entre... D'ailleurs, je vais presque vous dire, Julien Aubert, il est plus sur la ligne aujourd'hui de Marine Le Pen que de Marion Maréchal. Aujourd'hui, quand on me dit on peut pas parler au Rassemblement national parce que ce sont des étatistes, etc., je suis désolé, on a Guillaume Pelletier qui propose la hausse du SMIC de 10%. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que Julien Aubert lui-même, la semaine dernière, il y avait un interview sur Public Sénat. Il a commencé à dire qu'il avait regardé cette interview de Marion Maréchal avec Ouais, elle a attention. dit que c'était le et que néant ça de la dit- politique. C'est pas... Non, il a été sur Julien Aubert était plutôt sympathique à l'égard de Marion Maréchal, sans dire qu'il voulait dialoguer ou travailler avec elle, évidemment. Mais ce qu'il a critiqué chez elle, c'est le fait qu'elle était trop libérale. Vous voyez, il y a Pareil, vraiment Guillaume Pelletier. une schizophrénie là-dessus. Oui, Guillaume Pelletier, on ne sait plus où il C'est campe. Marion qui a dit que Guillaume Pelletier était le néant de la politique. Tout à fait, parce qu'on ne sait plus où il campe. peut le Guillaume Ça, ça Guillaume Pelletier- facilite pas toujours le plaisir. dialogue, non? Non, mais Guillaume Pelletier, de toute façon, je pense qu'il n'a pas réellement d'avenir politique aujourd'hui. On est Mais dans une il est ère. néant de la politique En pour étant vous aussi dur avec d'autres personnalités du Parti Les Républicains, est-ce que vous pensez que ça facilite l'union? Ouais, En là- tapant sur Guillaume Pelletier, par exemple. Là, Quel est l'intérêt? François Devoyer. Alors moi, j'ai très clair. Moi, je ne fais pas partie. Peut-être, des il a un Républicains. parcours politique, hein, je le Je défends ne fais pas. pas mais partie des Vous Républicains. cautionnez ce type Ah, mais d'argument? au sujet de Guillaume Pelletier, c'est ce qui dégoûte les Français de la politique aujourd'hui. Voilà, ce genre de revirement, ce manque de loyauté, c'est Quand pas il a possible parlé de de faire communautarisme rêver les chrétien. Français. Mais ça fait des années, pardon, si vous connaissez le parcours de Guillaume Pelletier, vous avez des diagonales partout. Il a quand même créé un mouvement chrétien de jeunesse active chrétienne où il militait contre le Pax à l'époque quand même. Donc il y a un moment donné, on peut nous parler d'une droite ouverte et moderne, mais il faut arrêter de changer d'avis en Et permanence. justement, les Républicains devraient être les premiers à s'écarter de ces personnalités qui les déconsidèrent. Et moi, je pense que celui qui raflera la mise aujourd'hui au LR, qui peut, parce que le parti a encore une chance de se reconstruire, c'est celui qui enfin saisira cette occasion, justement, cette défaite douloureuse, pour dire il faut ouvrir ponctuellement
le dialogue avec certains membres du Rassemblement national. On ne demande pas des alliances, des unions, des fusions. On n'est pas du tout... Souvent, on nous caricature en disant, ça y est, on va tous se mélanger, on va faire une espèce de partie fine entre les différents courants de la droite. Mais c'est pas du tout l'idée. On demande simplement que sur certains sujets, on puisse travailler ensemble, les défendre ensemble dans les futures assemblées et ponctuellement, dans certaines régions, dans certaines villes, qu'on puisse s'entendre. Et je pense que le républicain qui aura le courage de sortir du bois et de dire, écoutez, moi je veux cette nouvelle ligne, je veux cette nouvelle stratégie, parce que je veux que mon camp l'emporte et gagne, il va pouvoir sauver le parti des Républicains. S'ils ne le font pas, mais il y a des personnalités. S'ils ne le font pas, Laurent Wauquiez était sur une ligne identitaire, etc. Il l'a jamais fait. Ils sont tétanisés par la doctrine. Eh bien, vous savez quoi ? On va en parler dans la dernière partie de l'émission, justement, de cette ligne, de cette stratégie et de ces axes qui pourraient être des axes communs entre vos deux familles politiques. Donc, Éric Tegner des Républicains et François Devoyer, proche de Marion Maréchal, mais on le devine aussi du Rassemblement national. À tout de suite. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. Dernière partie des incorrectibles ce dimanche sur Sud Radio avec toujours nos deux invités, Éric Tegner des Républicains et François Devoyer, qui est une des nouvelles têtes qui émergent dans cette famille. Alors on ne sait plus trop où, mais proche en tout cas de Marion Maréchal et bien sûr du Rassemblement national, toujours accompagné de Jacques de Guilbon et de Paul Le Bachet. Alors Paul Le Bachet, justement, on parlait de Guillaume Pelletier, on parlait aussi de Geoffroy Didier hors antenne. On a l'impression que vous avez beaucoup d'ennemis, où il y a beaucoup de traîtres chez les Républicains. Qui sont les personnalités, selon vous, qui pourraient, vous deux, qui pourraient prendre le flambeau chez LR et qui porteraient cette ligne, ils pourraient porter cette ligne Il y en a beaucoup, vous savez, aujourd'hui. Il y a Bruno Retailleau qui a écrit un formidable ouvrage dans Refondation, qui a son mouvement politique aujourd'hui, qui d'ailleurs, au sein de son mouvement politique, il y a des personnalités de la droite hors les murs, des personnalités plutôt proches du Rassemblement national. Bruno Retailleau, les gens l'oublient souvent. Non, mais je parle dans les adhérents. Bruno Retailleau, on l'oublie souvent, mais je me rappelle, il avait donné un interview au Point l'année dernière. Il a dit qu'il fallait rassembler toutes les droites. La droite légitimiste incluse. C'est quand même extraordinaire qu'il dise qu'il tienne ce type de propos. Je pense qu'il y a François-Xavier Bellamy qui a un rôle évident à jouer demain. Je citais Julien Aubert, mais derrière, c'est juste qu'il faut arrêter de promouvoir les personnalités qui sont tout simplement des traîtres en puissance. Je pense à Geoffroy Didier, typiquement. Geoffroy Didier, c'est qui ? C'est quelqu'un, qui est plutôt sur une ligne d'ouverture, effectivement, c'est-à-dire il est pour la PMA, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, etc. Et il a dit quoi ? Il a dit 2 minutes après la défaite de François-Xavier Bellamy et des LR aux européennes que c'était la faute d'une ligne ultra-conservatrice. Oui, mais il était au courant du fait que François-Xavier Bellamy était opposé personnellement à l'IVG. Je suis désolé, on est justement allé chercher ce philosophe-là parce qu'il avait écrit des ouvrages salués par la presse, qu'il écrivait régulièrement des tribunes dans le Figaro, donc il savait cela. Et pourtant, il a accepté ce poste de directeur de campagne. Je vous invite à regarder ses interviews 2 heures à peine avant les résultats où il disait c'était formidable, on a fait une excellente campagne, François-Xavier Bellamy était génial. Et dès qu'il a vu les résultats, il a tapé dessus. C'est comme Hervé Morin, le 15 mai dernier au meeting à Paris, il a même cité cette phrase François-Xavier Bellamy, c'est une étoile qui est née dans le ciel, etc. Il y avait Gérard Larcher qui disait que c'était génial, que la droite était de retour. Valérie Pécresse disait c'était le rendez-vous de l'amitié, de la fidélité. C'est une grande comédie, mais le problème c'est que cette comédie est en train de tourner à la tragédie. Alors justement, on va en parler de cette ligne politique, puisque on parle des gens pour les incarner, c'est politique, mais D'abord, vous avez écouté la déclaration de politique générale d'Édouard Philippe à l'Assemblée cette semaine. Qu'est-ce que vous en avez pensé et quelles seraient donc les valeurs et les axes essentiels que doivent défendre, selon vous, la droite ? Oui, vous l'entendez. On se croyait en fait plus à la sous-préfecture qu'à l'Assemblée nationale. Lorsqu'on l'écoutait, c'était totalement technocratique. On n'a pas réellement vu de vision de la France. Il n'a pas parlé de France puissante dans une Europe forte. Il n'a pas parlé d'immigration. Alors, on avait vu qu'il avait observé les résultats de 16% des Verts. Donc, il nous a fait de l'écologie de A à Z. Il nous en a mis au plat principal, au dessert et à l'entrée, voilà, sans d'ailleurs avoir réellement de propositions concrètes qu'il a proposées. Parce que c'est toujours ça, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est de la triangulation permanente. Emmanuel Macron, c'est de la communication. Et dans les faits, Emmanuel Macron, aujourd'hui,
je vois pas réellement quelle est sa différence avec François Hollande et voilà, bon, il séduit forcément. Il a été un son peu. conseiller en même temps. Donc, Oui, il a été son conseiller. C'est lui qui a porté quand même les réformes économiques de François Hollande aujourd'hui. Donc il faut d'ailleurs inviter une partie du centre droit aujourd'hui qui est séduite par Emmanuel Macron à observer réellement les chiffres, notamment sur la dépense publique, sur les taxes, sur les impôts. Aujourd'hui, on arrive à un endettement à 100% du PIB. Emmanuel Macron n'a rien fait, même sur son engagement de respecter la règle des 3% de budget pour l'Union européenne. Il n'a pas respecté. On est à 3,6, il me semble, pour cette année de prévision. Pourtant, Édouard Philippe a annoncé une grosse baisse d'impôts sur le reste du quinquennat. Là-dessus, c'est plutôt une politique de centre-droit. Moi, j'aimerais, vous savez, qu'il s'inspire un petit peu plus de Viktor Orban et Sébastien de Course. D'ailleurs, quand on parlait tout à l'heure de libéralisme, vous m'attaquiez à ce sujet-là. Aujourd'hui, on ne pourra jamais dire qu'Orban et Kurz sont des libéraux. Et pourtant, ils font la politique que nous on rêve à droite aujourd'hui. C'est pour ça, d'ailleurs, que la droite, en tout cas Laurent Wauquiez, a soutenu Viktor Orban pour qu'il reste au sein du PPE. Viktor Orban, il a fait quoi? Il a fermé les frontières. Il a même érigé des barbelés, etc., pour dire, voilà, vu que l'Union européenne ne fait pas son travail, vu que l'Union européenne, c'est une passoire, aujourd'hui, on va arrêter l'immigration. Et derrière, au niveau intérieur, eh bien, il a annoncé, il a fait des réductions d'impôts énormes, comme Kurz, qui a annoncé en janvier dernier qu'il allait faire, il me semble, c'était 15 milliards de réductions d'impôts sur les ménages, alors que Emmanuel Macron est plus sur un ordre de grandeur de 8 milliards, alors que, je le rappelle, la population autrichienne est 7 fois moins élevée que la population française. Donc il faut cette logique de libéralisme intérieur, on libère les énergies, on arrête d'emmerder les gens, on arrête de toujours mettre plus de normes que ce que l'Union européenne nous impose, et d'avoir une logique de protection de nos frontières, de protectionnisme assumé, ce protectionnisme qui d'ailleurs est de plus en plus assumé je vois par la François République. Devoyer beaucoup écrire, vous souscrivez à tous les propos de votre voisin? Oui, très largement. Simplement, attention, les baisses d'impôts annoncées par Édouard Philippe, moi j'attends de voir qui elles vont concerner. Si c'est pour une nouvelle fois diviser les Français, parce que c'est la grande spécialité d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, si c'est pour créer des niches, pour faire des étapes de diminution, pour distinguer certains Français d'autres par finalement le choix de politique publique, moi, quand on supprime des trésoreries, des maternités, des gares sur l'ensemble du territoire et qu'on accorde des niches fiscales considérables à d'autres catégories de Français, j'estime pas que ce soit des baisses d'impôts. Ça n'a aucun intérêt. Il faut avoir une vision fiscale juste et de grande ampleur que d'ailleurs Marion Maréchal a brossé un petit peu dans son intervention sur LCI. Et moi j'ai une question en fait. Tout le monde dit les questions sociétales, ça intéresse plus personne. La PMA, on s'en fout. L'euthanasie aussi. Mais est-ce que ça peut être une base de la reconstruction de cette droite en fait? La réponse à ces questions sociétales, dont le RN se fiche un peu et dont les Républicains aussi ont abandonné une grande partie en fait de la défense. Est-ce que c'est des choses qui vous concernent, vous deux? On ne pourra pas évidemment mettre de côté les questions sociétales. Moi, je refuse de voir cette droite qui aujourd'hui dit qu'il faut être moderne, etc., et qui donne des gages à la gauche. Je pense que sur la PMA, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, il faudra évidemment que la droite se mobilise. En revanche, je considère que ce qui nous rassemble avant tout, c'est l'identité. Je pense qu'on est face à un basculement démographique. C'était Gérard Collomb qui disait qu'on avait plus 5 ans devant nous. C'est même François Hollande qui parlait d'une possible partition avec une population islamiste ou de musulmans radicalisés sur lequel on pourrait plus avoir de prise. C'était l'Institut Montaigne qui disait qu'il y avait un tiers aujourd'hui des musulmans qui voulaient l'application de la charia. Il y a un sentiment d'identité nationale en France. Évidemment, vous savez. Et les gilets jaunes. Vous faites aucun lien entre ça et les questions sociétales en fait. Si, il y a un lien. Non, mais rien à voir avec l'avortement, la montée de l'euthanasie, le mariage homosexuel, la fin de la famille, etc. Vous faites pas de... Non, ce dont je parle, c'est une priorisation. Vous savez, si on arrive au pouvoir, on ne pourra pas appliquer 50 mesures. Il y a 10 grandes mesures qu'il faut appliquer. La principale que vous appliqueriez si vous étiez au pouvoir. Je pense que c'est de fermer les frontières. C'est la première chose qu'il faut faire, c'est évident. Bien sûr. C'est du bon sens, c'est ce qu'attend largement toute la droite. C'est ce qu'a fait Matteo Salvini. Il faut être capable de faire là-dessus. Donc, on ne va pas tout de suite aborder les questions de société. En revanche, c'est une évidence qu'il faudra le faire. Et c'est l'erreur aujourd'hui de la ligne un peu du Rassemblement national qui finalement va prendre une position assez matérialiste. C'est-à-dire, on va prendre telle et telle proposition. Il n'y a pas de corpus idéologique autour. Il n'y a pas de vision réelle. Et vous le disiez, Jacques de Guilbault. C'est chez les LR, sans vouloir être désagréable. Enfin, en tout cas, c'est tellement divisé à l'intérieur qu'on ne sait plus quelle est la ligne. C'est ce que j'ai critiqué. Parce que, et il y a une forme de... En fait, on adoube cette logique individualiste aujourd'hui, et les questions sociétales sont directement liées pour moi d'une certaine façon, indirectement aux questions économiques. Parce qu'il y a cette idée aussi que il ne faut pas créer des générations qui seront déracinées, il faut créer du commun entre les gens, il faut créer une envie aussi de construire ensemble, et c'est fondamental. C'était la crise des Gilets jaunes, moi, ce qui m'a énormément intéressé. La crise des Gilets jaunes, c'est une crise de la redistribution, c'est une crise sociale. C'est des gens qui n'avaient pas assez d'argent pour se payer le plein.
pour payer les affaires d'école, pour payer à manger. C'est une crise de la Mais qui redistribution. savaient plus non plus où ils habitaient, en fait. Quoi. De l'individualisme. C'est une crise de gens qui ne se connaissaient C'est une crise plus. sociale. C'est la crise sociale on peut avoir, si vous voulez, des analyses différentes, mais les revendications étaient sociales avant de devenir après institutionnelles sur la représentativité. Si le mouvement a pris, c'est parce que les gens ont pu se retrouver justement sur les ronds-points. C'est pour ça que les gilets jaunes des ronds-points n'ont rien à voir Ils n'ont pas avec les commencé casseurs comme ça. à Paris. Ils sont pas dit on va se retrouver autour des ronds-points et puis on va voir. Non, ils ont dit on va aller là au lieu où tout le monde se croise et personne s'arrête pour parler social, pour parler ce qu'on n'a pas, pour parler de redistribution et pour parler de justice devant l'impôt. Mais dans le social, il y avait aussi, et pour moi c'est pleinement une composante du social, le fait d'être séparé en monade, de plus exister autrement que par individu consommateur. Donc je pense aussi que la crise des Gilets jaunes, et d'ailleurs c'est ce qui était très enthousiasmant dans ce premier mouvement, c'était de voir, moi je voyais dans les petites villes que je traversais de 10 000 habitants, vous voyez une centaine de personnes sur un petit rond-point en train de parler, alors qu'ils ne se croisent jamais. C'est la France pavillonnaire, qui vit isolée, qui n'a plus de communication entre elles, qui n'a plus de culture commune, et qui s'est à nouveau ressenti appartenir au même territoire, au même pays, à la même nation, et je pense à retrouver aussi des liens familiaux. Mais alors François Devoyer, justement, on arrive malheureusement bientôt déjà au terme de cette émission. Alors vous qui êtes proche de Marion Maréchal, j'avais envie de vous demander justement, vous critiquez de part et d'autre tous les deux les divisions internes des partis. Est-ce que vous ne pensez pas que justement ce cavalier seul de votre poulain, Marion Maréchal, ne participerait pas à diviser malgré tout l'élan du Rassemblement national qui, on le rappelle, arrivé en tête aux dernières élections européennes, qui est le premier parti de France aujourd'hui? Est-ce que vous ne participez pas à justement créer cette division d'idées qui semblent malgré tout les moins éloignées des vôtres? Au contraire, elle a lancé un appel. Donc, sans appeler à soutenir le Rassemblement national après les élections européennes. Les élections européennes, qui était un appel aux bonnes volontés de participer à la reconstruction autour d'une droite large. Mais elle n'a pas cité autour de Marine Le Pen. Je participerai à ce oui, mais elle n'a pas cité Marine Le Pen. En ce moment, c'est Marine Le Pen qui est aux affaires. Mais Marine Le Pen a très bien réussi ses élections, donc ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a toute une partie de l'électorat qui pourrait être un allié justement de Marine Le Pen, qui ne s'est pas déplacé, qui s'est senti abandonné, qui ne se sent pas Mais pourquoi ne pas être représenté. le pont justement entre ces personnes qui ne se sont pas déplacées et le Rassemblement national? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une voix discordante à côté, indépendante, qui puisse s'entendre, qui puisse discuter, mais qui ait sa vie propre avec ses sujets propres, et ça c'est essentiel. Et justement, ce rassemblement a déjà commencé. Moi, je suis très surpris. Je pense qu'Éric Tegner a la même impression du nombre de messages de soutien qu'on a reçus suite à l'intervention de Marion Maréchal. Effectivement, on la sent, cette dynamique. On est en train, dès aujourd'hui, de travailler à coordonner tous ensemble, sans qu'il y ait quelqu'un qui se mette en avant, sans qu'il y ait une personnalité qui cherche à dominer. Moi, je pense bien sûr à vous citer Éric Zemmour, au Patrick Buisson, Marion Maréchal, bien entendu. Vous parlez à ces gens-là, la soirée de l'Institut de formation politique, il y a 3 jours, qui rassemblait énormément de monde, une péniche remplie à ras-bord, et qui a vu ensemble des personnalités politiques très diverses de toutes les droites. Vous avez les Éveilleurs d'Espérance, la soirée qu'ils ont organisée. Alors c'était plutôt autour de François-Xavier Bellamy, mais la dynamique qu'ils ont obtenue, qui ne s'est pas traduit dans les urnes, elle existe. Vous avez des bénévoles, des volontaires. On organise aussi, le 19 juin, autour d'Henri Guénaud, en hommage à Notre-Dame, à la cathédrale Notre-Dame de Paris, notre cathédrale, bien sûr une belle soirée avec Racine d'Avenir et avec le Cercle Audace. Donc aujourd'hui, c'est déjà le cas, c'est ce qu'on est en train de créer, l'unité, elle se passe maintenant, et le temps de l'action, mais j'espère, ce sera dès la rentrée. Allez, le mot de la fin pour Éric Tegner. Marion Maréchal a posé le bon diagnostic. Elle a dit que le Rassemblement national, on ne pouvait pas faire sans, mais qu'on ne pouvait pas faire tout avec. Et aujourd'hui, elle a une divergence en fait avec sa tante. Laquelle est-elle? C'est que Marine Le Pen croit qu'elle pourra aspirer au sein du Rassemblement national l'ensemble des Républicains. Et en cela, elle ne comprend pas l'ADN de cette droite de gouvernement, cette droite classique qui a toujours été habituée à avoir des sensibilités, qui a toujours été habituée à avoir différents types de personnalités qui ne se retrouveraient pas du tout au Rassemblement national. Et Marion Maréchal a conscience qu'il faut créer ce pôle conservateur. Elle ne dit pas. Et les gens aujourd'hui, des Républicains qui sont prêts à dialoguer avec elle, ils sont pas sur une logique la présidentielle de 2022, etc. Ils disent simplement, on veut parler avec elle, on veut parler avec d'autres élus, etc. pour faire en sorte de créer ce courant conservateur à même soit de trouver un candidat de rassemblement entre les deux partis politiques, soit à un moment donné aussi, au moment du second tour, d'être capable non pas d'appeler à voter pour Emmanuel Macron, mais d'appeler à voter pour le candidat de la droite, parce que ça c'est essentiel. La droite s'est également tuée via cet appel de François Fillon, au bout de 2 minutes, à appeler Emmanuel Macron. Et si elle n'a pas réussi à ressusciter depuis 2 ans, c'est parce qu'elle n'a pas désigné d'ennemi. À un moment donné, il faut clarifier. Est-ce que l'ennemi c'est Emmanuel Macron ou est-ce que l'ennemi c'est Marine Le Pen? Et moi je considère que c'est le premier. Eh bien, ce sera la conclusion de cette émission. Il y a encore du
boulot. Merci beaucoup, Merci à Éric vous. Tegner des Républicains, d'avoir accepté notre invitation, ainsi qu'à François Devoyer, proche et conseiller de Marion Maréchal. Merci beaucoup d'être venu dans Les Incorrectibles. Merci à Paul Lobaché de l'Obs et Jacques de Guilbon de l'Incorrect de m'avoir accompagné. Merci au réalisateur Pierre Lemierre ainsi qu'à Céline Delabaume qui m'ont aidé à préparer cette émission. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro des Incorrectibles et on recevra en direct un jeune humoriste incorrectible qui fait un véritable carton sur le net et sur scène et qui est encore rare dans les médias. Et on parlera avec lui de tous les sujets, y compris politiques. Ce sera Haroun. Voilà, donc un tout autre sujet. Je compte sur vous donc pour cette avant-dernière émission de la saison. Très bonne semaine à tous à l'écoute de Sud Radio.